C'est à Pinel, après la Révolution française, et ensuite à Crespin, au XIXe siècle, que nous devons les toutes premières cartographies ordonnées de ce qu'on appelle la psychopathologie. Ce sont ces premières cartographies qui ont permis d'offrir aux médecins un langage commun, c'est-à-dire celui des signes cliniques qui permettent de nommer des symptômes. Évidemment, peu à peu, cette nosographie s'est enrichie, elle s'est précisée et elle continue de le faire au rythme des nouvelles observations et des nouvelles études. Et il arrive toutefois qu'elle rencontre de temps en temps des obstacles. Parfois, en effet, le tableau clinique présenté par un patient réunit des symptômes dont l'ensemble ne présente pas les caractéristiques d'une entité déjà connue. C'est comme si ces symptômes n'avaient pas de lien cohérent entre eux. Alors on appelle cette nouvelle entité énigmatique, on l'appelle un syndrome. Le fait de donner un nom à ces entités présente évidemment un intérêt, dans le sens où il permet de s'apercevoir par exemple que des patients présentent un ensemble de symptômes identiques, que ce soit dans un même périmètre géographique ou familial, ou au contraire dans des lieux très éloignés les uns des autres. Donc vous voyez que ce nommage, comme j'aime à l'appeler, ce nommage permet par exemple de faire des études comparatives et débouche parfois sur des découvertes intéressantes. En revanche, il présente également un certain nombre d'inconvénients. Le plus important d'entre eux me semble être la confusion qui s'établit la plupart du temps très rapidement chez les patients entre syndrome et maladie. En effet, quand le médecin, généraliste ou spécialiste, peu importe, quand le médecin pose son diagnostic, quand il met un mot sur les souffrances qui ont conduit le patient à consulter, eh bien ce patient intègre aussitôt ce mot comme étant le nom de sa pathologie. Or, s'il s'agit vraiment d'une pathologie, ça signifie qu'elle peut prétendre comme n'importe quelle maladie à une reconnaissance par la sécurité sociale, à des congés maladie, au remboursement de soins de toutes sortes, etc. Il s'agit là d'une extension souvent aberrante lorsque l'on sait que malgré les études, malgré les recherches, le syndrome concerné reste toujours aussi énigmatique. Un deuxième inconvénient, et non des moindres, réside dans un phénomène que l'on connaît depuis très longtemps, c'est le phénomène de la contagion. Il suffit en effet que l'on commence à évoquer le syndrome en question dans la presse pour que nombre de personnes souffrant ne serait-ce que d'un ou deux éléments, un ou deux symptômes du dit syndrome, se reconnaissent aussitôt comme souffrant de ce syndrome et de participer alors aussitôt à l'extension de la pseudo-pathologie. Vous savez, il est très difficile d'expliquer à un patient qu'un syndrome, ça n'est pas une maladie. Que l'on reconnaît bien évidemment l'existence chez lui des souffrances pour lesquelles il consulte, mais que l'on ne sait toujours pas expliquer l'origine de ces souffrances. Si le patient persiste dans son travail thérapeutique, il arrive alors qu'il parvienne à élaborer autour de ce qui fait énigme et qu'il découvre derrière l'expression première, c'est-à-dire celle de ses douleurs, qu'il découvre une expression autre, qu'il décrypte ce langage qui, la plupart du temps, passe par le corps et fait de celui-ci le seul média possible pour exprimer ce qui n'attend que d'être mis en mots.